Edgar Etheling était le dernier homme de l'ancienne maison de Cerdic, la dernière branche survivante de la lignée royale qui avait autrefois régné sur l'Angleterre anglo-saxonne. Dans ses veines coulait le sang de roi depuis longtemps devenu légende, la lignée de Wessex, la maison d'Alfred le Grand, la dynastie qui avait défendu l'Angleterre contre les Vikings. Pourtant, Edgar naquit non pas à l'époque du triomphe, mais dans le crépuscule mourant de sa maison. Sa vie se déroula durant l'une des périodes les plus violentes et transformatrices de toute l'histoire anglaise. Un monde s'effondrant sous le poids de l'invasion, de la trahison et de la conquête. Des royaumes tombaient, des dynasties prenaient fin, et la vieille Angleterre des Anglo-Saxons rendait son dernier souffle. Lorsque la nouvelle parvint à Londres que Harold Godwinson était tombé à la bataille d'Hastings, Edgar fut proclamé roi d'Angleterre. Pendant un bref instant, le dernier descendant d'Alfred se tint au seuil de l'histoire, l'héritier légitime d'un royaume en ruine. Mais il ne porterait jamais la couronne. Devant lui se dressait toute la puissance de la machine de guerre normande, menée par l'un des commandants les plus redoutables du monde médiéval, Guillaume le Conquérant. Contre toute attente, Edgar échappa à la capture et s'enfuit en exil. Il passa des années en rébellion, menant une lutte désespérée contre le conquérant qui lui avait volé son héritage et brisé le monde de ses ancêtres. Son histoire, cependant, ne s'est pas arrêtée là. Dans ces dernières années, dépouillé de son royaume, Edgar voyagea vers l'Est et prit part à la première croisade, un roi sans couronne cherchant un but dans des terres lointaines. Là-bas, il évoluait parmi les princes, les guerriers et les exilés. Edgar fut bien des choses, un héritier, un exilé, un rebelle, un guerrier et un croisé. Mais par-dessus tout, il était le dernier vestige d'une époque disparue, le dernier du sang de Wessex et le dernier écho de l'Angleterre d'avant les Normands. Voici l'histoire du roi qui ne fut jamais. Edgar est probablement né vers l'an 1052 loin du royaume qui aurait dû être le sien un jour. Son lieu de naissance n'était ni Wessex, ni Winchester, ni aucune salle des rois anglais, mais la Hongrie, une terre lointaine où son père, Édouard l'Exilé, avait vécu en exil forcé pendant la majeure partie de sa vie. Sa famille avait été chassée d'Angleterre après la chute de son grand-père, Edmond Côte de Fer, le dernier grand roi guerrier de la maison de Wessex avant la conquête danoise. Edmond s'était battu désespérément pour préserver son royaume contre la montée en puissance de Knut le Grand, mais sa mort marqua la fin de la résistance anglo-saxonne. L'Angleterre passa aux mains d'étrangers, et avec elle, la fortune de la lignée d'Edgar s'effondra. Bien qu'il fût encore un nourrisson, Édouard l'Exilé fut envoyé loin d'Angleterre pour assurer sa propre survie. L'ancienne maison royale était devenue une menace pour le nouveau régime. Ainsi, le père et le fils grandirent en étrangers à leur propre héritage, vivant non pas comme des princes, mais comme des exilés, tandis que les rois vikings régnaient sur la terre que leurs ancêtres avaient bâtie. La mainmise danoise sur l'Angleterre commença à s'affaiblir à la mort des héritiers de Knut. Lorsque Hardeknut mourut sans laisser de successeur, la lignée danoise prit fin brusquement. Dans le vide de pouvoir qui suivit, le grand-oncle d'Edgar, Édouard le Confesseur, fut invité à revenir de Normandie pour prendre le trône d'Angleterre, restaurant ainsi la maison de Wessex au pouvoir. Désormais âgé et sans enfant, Édouard se tourna vers les dernières branches survivantes de sa famille. Il fit revenir son neveu perdu de vue depuis longtemps, Édouard l'Exilé, en Angleterre, espérant peut-être enfin assurer l'avenir de la dynastie. Après des années passées à l'étranger, la famille revint enfin dans le royaume d'où elle avait autrefois été bannie. Mais le destin leur réserva un autre coup cruel. En l'an 1057, peu après son arrivée en Angleterre, Édouard l'Exilé mourut subitement, presque aussitôt qu'il eut posé le pied dans sa patrie. Les détails restent incertains, et sa mort soudaine a longtemps suscité des soupçons. Son fils Edgar fut laissé derrière lui, enfant dans un royaume qu'il connaissait à peine, soudainement transformé en quelque chose de bien plus important. Le dernier mâle survivant de l'ancienne maison royale et peut-être le dernier espoir de la dynastie anglaise. N'ayant pas de fils lui-même, Édouard le Confesseur s'intéressa à l'éducation du garçon. Edgar fut élevé à la cour royale sous la garde de la redoutable reine Édith de Wessex.
En 1066, Edgar n'avait que 14 ans, encore à peine plus qu'un enfant. Il se retrouva au centre d'une crise de succession qui allait décider du destin de l'Angleterre pour des générations à venir. Son grand-oncle Édouard le Confesseur était âgé, de plus en plus fragile et approchait de la fin de sa vie. N'ayant pas d'enfants survivants, l'avenir du royaume était devenu dangereusement incertain. En théorie, Edgar était l'héritier naturel. Il était le dernier descendant mâle survivant de la maison de Wessex, la dernière branche vivante de la lignée d'Alfred le Grand. Par le sang, la couronne aurait dû lui revenir. Pourtant, dans l'Angleterre du XIe siècle, le sang seul ne suffisait pas à garantir un trône. Edgar était jeune, inexpérimenté et politiquement vulnérable. Il n'avait pas de père pour défendre sa revendication, pas de parents puissants pour soutenir sa cause, et aucune armée suffisamment loyale pour le placer sur le trône. L'Angleterre entrait dans l'un des moments les plus dangereux de son histoire, avec des prétendants rivaux rassemblés au-delà de la mer et une invasion désormais presque certaine. Le royaume n'avait pas besoin d'un symbole, il avait besoin d'un commandant. Ainsi, lorsqu'Édouard le Confesseur mourut, la couronne ne revint pas à Edgar. À la place, ce fut Harold Godwinson, l'homme le plus puissant d'Angleterre, qui fut choisi et élu. Harold était le beau-frère du défunt roi, le noble le plus riche du royaume et un guerrier aguerri doté d'une expérience militaire et d'une autorité politique reconnue. En période de crise nationale, il était l'homme le mieux placé pour défendre l'Angleterre. Pourtant, le destin ne fut pas plus clément envers Harold. Plus tard cette même année, il marcha vers le sud pour affronter l'invasion normande. Lors de la bataille d'Hastings, Harold fut tué et l'armée anglaise fut brisée. Alors que Guillaume le Conquérant avançait à l'intérieur des terres, certains membres du clergé et de la noblesse anglo-saxon survivants se tournèrent finalement vers Edgar. Harold étant mort et aucun prétendant plus puissant ne restant, le jeune prince fut proclamé roi d'Angleterre à Londres. Pendant un bref instant, le garçon à qui on avait refusé son héritage se tint au seuil de l'histoire. Enfin, la couronne était à portée de main. Mais la royauté d'Edgar était fondée sur le désespoir, non sur la conviction. Ceux qui l'ont proclamé l'ont fait à contre-cœur, et leur soutien était faible dès le début. Pendant ce temps, Guillaume agit avec une rapidité impitoyable, sécurisant Douvres, Cantorbéry et Winchester, tout en s'emparant également du trésor royal. À chaque victoire, la puissance normande se renforçait et la résistance anglaise s'affaiblissait. À mesure que l'armée de Guillaume s'approchait de Londres, les partisans d'Edgar perdaient le courage. Un à un, les principaux nobles d'Angleterre l'abandonnèrent. Ils finirent tous par se soumettre à Guillaume plutôt que de risquer la destruction. Ainsi, presque aussi rapidement qu'elle lui avait été offerte, la couronne fut retirée à Edgar une fois de plus. Guillaume entra triomphalement dans Londres et ordonna la construction de fortifications pour sécuriser sa conquête. Le jour de Noël de l'an 1066, il fut couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. Avec cette cérémonie, la domination normande commença et l'Angleterre anglo-saxonne prit fin. Dans les années qui suivirent le couronnement de Guillaume le Conquérant, l'Angleterre était loin d'être soumise. Bien que Guillaume porte désormais la couronne, sa mainmise sur le royaume restait fragile, maintenue uniquement par la peur, les fortifications et la menace constante de la violence. Sous la surface, le ressentiment couvait à travers tout le pays. L'ancienne noblesse anglo-saxonne n'avait pas oublié ce qui lui avait été pris, et parmi eux, Edgar restait un symbole puissant du monde qui avait été perdu. Bien qu'il se soit soumis à Guillaume après la chute de Londres, Edgar n'a jamais été vraiment en sécurité entre les mains des Normands. Trop dangereux pour être ignoré, trop légitime pour qu'on lui fasse pleinement confiance. En tant que dernier descendant mâle de la maison de Wessex, sa simple existence représentait une alternative vivante à la domination normande. Tant qu'Edgar vivait, la conquête ne pouvait jamais sembler totalement achevée. En l'an 1068, Edgar réussit à échapper au contrôle normand. Fuyant vers le nord, il chercha refuge à la cour de Malcolm III d'Écosse, un souverain qui allait se révéler à la fois allié et opportuniste dans les années tumultueuses à venir.
L'Écosse offrait ce que l'Angleterre ne pouvait plus offrir, la sécurité et l'éloignement du pouvoir normand. À partir de là, Edgar commença à apparaître non seulement comme un prétendant dépossédé, mais aussi comme la figure de proue nationale de la rébellion contre le conquérant. Le nord de l'Angleterre était déjà profondément hostile à la domination normande. La Northumbrie avait toujours été difficile à gouverner, farouchement indépendante et culturellement différente du sud. L'autorité normande y était faible et la rébellion trouvait un terrain fertile. En l'an 1069, une grande opportunité s'est présentée. Une flotte danoise arriva au large des côtes anglaises, envoyée par Svein le Second du Danemark, qui voyait en l'Angleterre une opportunité et un héritage inachevé. Les Danois avaient d'anciennes revendications et ambitions sur le royaume. Pour Edgar et les rebelles anglais, leur arrivée était un cadeau de l'histoire elle-même. Enfin, ils avaient de puissants alliés, et ensemble, ils marchèrent contre York, l'une des villes les plus importantes d'Angleterre et un bastion normand crucial dans le nord. La ville était déjà devenue un centre d'agitation, et la garnison de Guillaume sur place était vulnérable. Les forces alliées se sont abattues sur York avec rapidité et violence. Les troupes normandes stationnées dans la ville ont été submergées et massacrées, et York a été reprise avec succès. Pour la première fois en Angleterre, l'autorité normande avait subi une humiliation majeure. C'était le plus grand moment de résistance d'Edgar. Pendant un bref et enivrant instant, il a peut-être semblé que la conquête elle-même pouvait encore être défaite. Le Nord était en rébellion, les bannières aux dragons du Wessex flottèrent de nouveau sur le sol anglais, et le dernier héritier du Wessex se tenait au cœur de tout cela. La mainmise de Guillaume sur l'Angleterre sembla soudain vulnérable. L'ancien royaume n'était finalement pas entré discrètement dans l'histoire, mais Guillaume ne se laissait pas briser facilement. Lorsque la nouvelle de la chute d'York lui parvint, il réagit avec la rapidité et la brutalité qui avaient fait de lui un conquérant dès le départ. En marchant vers le nord, il lança une campagne brutale pour écraser toute résistance. Les rebelles ne pouvaient pas lui tenir tête lors d'une bataille rangée, et leur alliance commença rapidement à se fracturer. Les Danois, plus intéressés par la richesse que par une guerre permanente, se révélèrent peu fiables. York fut bientôt abandonné et retomba une fois de plus entre les mains des Normands. Edgar, incapable de tenir la ville ou de rallier une coalition durable, fut contraint de fuir. Sa rébellion avait ébranlé le conquérant, mais elle ne l'avait pas vaincu. La réponse de Guillaume allait devenir tristement célèbre. Dans les mois qui suivirent, il déclencha le ravage du Nord, l'un des actes de répression les plus dévastateurs de l'histoire médiévale anglaise. Des villages furent incendiés, des récoltes détruites, du bétail abattu et des communautés entières laissées à mourir de faim. Et si la rumeur est vraie, ils en sont venus au cannibalisme. Le Nord a été systématiquement brisé afin qu'aucune rébellion ne puisse jamais y renaître. Ce n'était pas simplement une punition, c'était une annihilation. Edgar s'est échappé une fois de plus, disparaissant en exil, emportant avec lui les espoirs brisés de la résistance anglo-saxonne. York avait montré que la domination normande n'était pas invincible, mais elle avait aussi révélé la réalité brutale de s'opposer à Guillaume. Au début de l'année 1070, Guillaume le Conquérant s'était tourné vers les derniers foyers de résistance survivants en Angleterre. Bien que la grande rébellion du Nord ait été écrasée, Edgar et plusieurs chefs anglais restaient encore en liberté, refusant de se soumettre complètement à la domination normande. Avec leurs partisans diminués et leurs options se réduisant, ils cherchèrent refuge dans les marais de l'est de l'Angleterre ou parmi les zones humides isolées de l'île d'Ely où le terrain difficile offrait une protection temporaire contre la cavalerie normande. Même ces derniers refuges, cependant, ne pouvaient pas les protéger indéfiniment. Guillaume agit contre les rebelles, chassant Edgar et ses derniers alliés de leur cachette. Ce qui avait autrefois été une lutte pour un royaume était désormais réduit à un combat pour la survie. Il ne restait plus d'armées à commander, plus de villes à défendre, seule la fuite demeurait. Une fois de plus, Edgar s'enfuit vers le nord en Écosse, retournant à la cour de Malcolm le III. À présent, l'Écosse était devenue moins une base stratégique qu'un lieu d'exil récurrent, un refuge où il revenait chaque fois que l'Angleterre le chassait à nouveau.
Pendant un temps, l'Écosse offrit la sécurité, mais même cela ne durerait pas. En l'an 1072, Guillaume marcha sur l'Écosse elle-même, étendant le pouvoir normand au-delà des frontières de l'Angleterre et forçant Malcolm à se soumettre à sa suzeraineté. Parmi les conditions imposées figurait l'expulsion d'Edgar, désormais considéré comme trop dangereux politiquement pour être hébergé plus longtemps. Même en exil, Guillaume continua à priver son rival de tout refuge possible. Chassé d'Écosse, Edgar traversa la mer jusqu'en Flandre, où il trouva un abri temporaire à la cour de Robert Ier, le comte de Flandre, un souverain ouvertement hostile aux intérêts normands. Une fois de plus, Edgar survécut grâce à l'hospitalité étrangère, dépendant de la bonne volonté de souverains dont le soutien était dicté davantage par la politique que par la loyauté, et pourtant, malgré tout, il endura. En 1074, Edgar était revenu une fois de plus en Écosse, toujours déterminé à ne pas abandonner tout espoir. Peu de temps après, une autre opportunité se présenta. Philippe, le premier de France, lui-même ennemi de Guillaume, offrit à Edgar des terres et un château près de la frontière normande, un point d'appui à partir duquel il pourrait lancer des raids en territoire normand et peut-être commencer à reconstruire sa fortune. Pour Edgar, il devait sembler que la fortune tournait enfin en sa faveur. Il rassembla ses partisans et mit les voiles pour la France, mais le désastre survint presque immédiatement. Une violente tempête a détruit les navires d'Edgar sur la côte anglaise, anéantissant l'expédition avant même qu'elle n'ait réellement commencé. Beaucoup de ses compagnons furent capturés ou traqués par les forces normandes alors qu'ils tentèrent de fuir. Edgar lui-même échappa de justesse une fois de plus, survivant là où beaucoup autour de lui périrent et fit le long voyage de retour en Écosse par voie terrestre. Encore et encore, l'espoir apparaissait à Edgar pour disparaître tout aussi rapidement. Un trône perdu dans la jeunesse, des rébellions écrasées, des alliances rompues, exil après exil. Et maintenant, alors qu'une dernière chance semblait surgir, même la mer elle-même s'était retournée contre lui. Après cette dernière catastrophe, les perspectives restantes d'Edgar s'étaient pratiquement effondrées. Ses alliés étaient épuisés, sa cause de plus en plus désespérée, et les années d'errance n'avaient apporté que des refuges temporaires et des déceptions répétées. Finalement, Malcolm le troisième d'Écosse le persuada de chercher la paix. Edgar conclut un accord avec Guillaume et retourna en Angleterre, non pas en tant que roi ni prétendant, mais en tant que sujet de l'homme qui lui avait tout pris. Avec cela, il abandonna tout réel espoir de reprendre le trône de ses ancêtres. Il y a quelque chose de profondément tragique dans l'histoire d'Edgar. Il avait possédé la plus forte légitimité de sang en Angleterre, avait été brièvement proclamé roi, et avait survécu à beaucoup d'hommes qui s'étaient autrefois dressés entre lui et le trône. Edgar n'a pas été détruit par une défaite décisive, ni anéanti par une seule erreur catastrophique. Au lieu de cela, il a été lentement usé par la malchance, par le mauvais moment, par les circonstances et par le poids écrasant d'un monde en pleine mutation. Bien qu'il ait fait la paix avec Guillaume le Conquérant et qu'il ait officiellement abandonné ses ambitions envers le trône d'Angleterre, la position d'Edgar en Angleterre restait profondément insatisfaisante. Pour un homme de sa lignée et de son ancien statut, les récompenses qu'il a reçues étaient étonnamment maigres. Edgar reçut peu d'avantages significatifs comme prince sous la domination normande. Le respect, l'influence et la compensation qui lui furent accordées étaient bien en deçà de ce qu'un prince de sa lignée aurait pu attendre. À bien des égards, il était toléré plutôt qu'honoré. En l'an 1086, Edgar était devenu désabusé. Le Domesday Book, compilé cette même année, le mentionne comme ne possédant que 2 petits domaines. Edgar était né en exil, avait brièvement connu la royauté, mené des rébellions, enduré des années d'errance et de difficultés. Et pourtant, après tout cela, il se retrouva réduit à un simple propriétaire terrien dans le royaume, celui qui aurait dû être le sien. Ce n'était pas suffisant. Déçu à la fois par le manque de récompense et le respect limité qu'on lui témoignait, Edgar prit une décision fébrile. Il renonça à son allégeance à Guillaume et quitta de nouveau l'Angleterre, cette fois en se dirigeant vers le sud avec une suite de fidèles, jusqu'en Apulie,
contrôlée par les Normands dans le sud de l'Italie. C'était un autre tournant remarquable dans une vie déjà remplie de chapitres improbables. Plutôt que de disparaître discrètement dans l'oubli à la cour d'Angleterre, Edgar choisit une fois de plus le mouvement, plutôt que la stagnation, l'incertitude plutôt que l'humiliation. Même après tout cela, il refusait simplement de se contenter du rôle réduit que l'histoire lui avait attribué. L'Italie offrait peut-être ce que l'Angleterre ne pouvait plus offrir. La possibilité. En partant pour la Méditerranée, Edgar semble avoir abandonné complètement ses domaines anglais, probablement sans grande intention d'y revenir. Son séjour en Italie n'a laissé presque aucune trace durable, et quelles que soient les ambitions qu'il y avait attirées, elles n'ont finalement pas abouti. En seulement quelques années, Edgar est revenu en Angleterre une fois de plus. C'était un cycle de plus, devenu trop familier dans sa vie. Départ, espoir, déception et retour. Après la mort de Guillaume le Conquérant en 1087, l'empire qu'il avait forgé fut presque immédiatement fracturé par la rivalité entre ses fils. Son aîné, Robert Courteheuse, hérita de la Normandie, tandis que son second fils, Guillaume II d'Angleterre, prit la couronne anglaise. Comme c'était souvent le cas dans la politique dynastique médiévale, une succession n'avait fait que donner naissance à un autre conflit. C'est au cours de cette lutte qu'Edgar forma l'une des alliances les plus surprenantes de sa vie. Edgar s'est rallié à Robert Courteheuse. En apparence, les deux hommes formaient un duo improbable. L'un était l'héritier dépossédé de l'Angleterre anglo-saxonne, l'autre, le fils normand du conquérant qui avait détruit le monde d'Edgar. Et pourtant, à bien des égards, ils étaient liés par une entente tacite. Les deux hommes avaient vécu dans l'ombre d'un héritage refusé ou diminué. Edgar avait été brièvement proclamé roi, pour tout perdre ensuite lors de la conquête normande. La conquête, tandis que Robert, bien qu'étant le fils aîné de William, s'était vu refuser ce droit. L'Angleterre elle-même, forcée de regarder son jeune frère s'emparer du prix le plus riche et le plus puissant. Chacun était un prince façonné par la frustration, éclipsé et hanté par le sentiment que l'histoire ne leur avait pas accordé ce qui leur revenait de droit. En Robert, Edgar a peut-être vu quelque chose de lui-même. Et en Edgar, Robert trouva non seulement un conseiller utile, mais aussi un homme dont toute la vie avait été forgée dans la dépossession et l'endurance. À cette époque, Edgar était devenu l'un des 3 principaux conseillers de Robert. L'ancien prétendant à l'Angleterre était désormais profondément intégré à la politique aristocratique normande, servant aux côtés même de la dynastie qu'il avait évincée. Ensemble, Robert et ses alliés lancèrent une campagne pour renverser Guillaume le Roux et s'emparer de l'Angleterre. Mais une fois de plus, Edgar se retrouva du côté des perdants de l'histoire. Le conflit se termina par un échec en l'an 1091 et un accord fut conclu entre les deux frères. Dans le cadre de la réconciliation, les terres qu'Edgar avait reçues de Robert en Normandie lui furent retirées et rendues à leurs anciens propriétaires. C'était une humiliation familière de plus. Même après des années de service, Edgar restait vulnérable aux arrangements politiques des hommes plus puissants. Les biens, l'influence et la sécurité n'étaient dans sa vie que temporaires, acquises brièvement, puis perdues tout aussi rapidement. Désabusé, Edgar repartit une fois de plus pour l'Écosse, retournant à la cour de Malcolm le III, où des préparatifs étaient en cours pour une nouvelle guerre contre Guillaume le Roux. Lorsque Guillaume marcha vers le nord et que les deux armées se firent enfin face, la bataille semblait imminente, mais finalement, les épées restèrent au fourreau. La négociation l'emporta sur les fusions de sang, et c'est tout naturellement Edgar qui se retrouva au centre de celle-ci. Edgar négocia au nom de Malcolm, un accord de paix fut conclu, et Edgar fut officiellement réconcilié avec Guillaume. Mais la paix durait rarement longtemps. En quelques mois, Robert quitta l'Angleterre et, frustré par l'échec de Guillaume à respecter les termes de leur accord, Edgar repartit avec lui en Normandie, restant fidèle à son ami et protecteur. Leur lien était, à bien des égards, l'une des ironies les plus discrètes de l'histoire. En l'an 1093, Edgar fut envoyé une fois de plus en Écosse, cette fois au nom de Guillaume. Rufus, chargé de négocier avec Malcolm,
qui était devenu mécontent des échecs des Normands à respecter pleinement les accords précédents. Les relations ont dégénéré en guerre et Malcolm a envahi l'Angleterre. La même année, Malcolm et son héritier désigné ont tous deux été tués à la bataille d'Hornwick. Leur mort a plongé l'Écosse dans une nouvelle crise de succession. Le frère de Malcolm, Donald Bain, s'est emparé du trône et a expulsé de nombreux fidèles anglais et français qui avaient prospéré sous le règne de Malcolm. Son hostilité envers l'influence anglo-normande l'a rapidement mis en conflit avec Guillaume. Une fois de plus, Edgar fut entraîné dans les turbulences politiques d'un autre royaume. Après une première tentative infructueuse de placer le fils de Malcolm, Duncan, sur le trône, une seconde intervention fut lancée en l'an 1097. Cette fois, Edgar mena lui-même l'expédition. À la tête d'une force d'invasion, il marcha sur l'Écosse et réussit à chasser Donald du pouvoir. À sa place, Edgar installa son neveu et homonyme, Edgar d'Écosse, fils de Malcolm et de Marguerite d'Écosse, qui était sa sœur. Ce fut l'une des rares victoires nettes de la vie d'Edgar. Bien qu'il n'ait pas pu retrouver le trône d'Angleterre, il avait au moins réussi à placer un membre de sa famille sur un trône ailleurs. C'était une forme modeste de triomphe, mais un triomphe tout de même. À la fin du XIe siècle, Edgar était devenu un homme sans véritable patrie. L'Angleterre était perdue pour lui. L'Écosse n'avait offert qu'un refuge temporaire, et la Normandie était marquée par des fidélités changeantes et des alliances incertaines. Même ses aventures en Italie n'avaient guère produit de résultats durables. Où qu'il voyageât, Edgar restait ce qu'il avait toujours été, un prince dépossédé de son héritage, évoluant à travers les cours, les guerres et les ambitions d'autres hommes. Il n'est donc peut-être pas surprenant que, lorsque l'appel à la première croisade se répandit dans la chrétienté, Edgar ait été attiré vers l'Est. Pour un homme dont la vie avait été marquée par la perte, la croisade pouvait offrir quelque chose que ses premières années n'avaient pas pu lui donner: la clarté. Ici, il n'y avait pas de prétention contestée, pas de rébellion brisée, pas d'humiliation sans fin infligée par des rois et des conquérants. Il n'y avait que la guerre au service de Dieu. Pour Edgar, ce voyage représentait peut-être plus qu'une simple dévotion religieuse. À ce stade, il avait passé des décennies à poursuivre une couronne qu'il ne pourrait jamais reconquérir. La croisade lui a peut-être offert quelque chose de plus simple. Un but. Peut-être qu'après des années d'errance, Edgar ne cherchait plus du tout un royaume. Peut-être cherchait-il seulement un sens, ou même une mort honorable. Et une fois de plus, Edgar n'était pas seul. L'accompagnait dans ce voyage son improbable ami Robert Courteuse. Pour tous, les deux hommes semblaient être des ennemis naturels. Pourtant, l'histoire les avait au contraire liés l'un à l'autre. En mars de l'année 1098, Edgar réapparaît dans les archives historiques lors de l'une des grandes campagnes de la croisade. Le 4 mars, une flotte composée d'Anglais entra dans Saint-Siméon, le port desservant la ville assiégée d'Antioche. La flotte, probablement composée en partie d'Anglais servant dans la garde varangienne, était commandée par Edgar lui-même et transportait des matériaux de siège essentiels envoyés par l'empereur byzantin pour aider les croisés. Bien qu'Edgar ne soit pas directement mentionné comme ayant participé aux grandes batailles rangées de la croisade, telles que le siège et la prise finale d'Antioche, sa présence à Saint-Siméon le place incontestablement au cœur de l'une des opérations militaires les plus importantes de l'époque. Même des décennies après l'exil, des rébellions avortées et des errances à travers l'Europe, Edgar s'était retrouvé une fois de plus au centre d'un événement qui allait façonner le monde. Mais cette fois, le destin en jeu n'était pas l'Angleterre, mais la Terre Sainte. Selon Guillaume de Malmesbury, Edgar s'est rendu jusqu'à Jérusalem elle-même, probablement en tant que pèlerin après la fin des campagnes militaires. Et en l'an 1102, il aurait achevé son pèlerinage jusqu'à la ville sainte. Cette image a une dimension profondément poétique. Le dernier descendant mâle d'Alfred le Grand, autrefois brièvement proclamé roi d'Angleterre, marchant maintenant sur les routes de Jérusalem en tant que pèlerin. Même ici, cependant, Edgar est resté fidèle au cours tourmenté de son existence.
Lors de son voyage de retour, on lui aurait offert de riches cadeaux et des postes honorifiques au cours de l'empereur byzantin et de l'empereur allemand. Chacun de ces souverains aurait volontiers gardé un prince de son expérience et de sa réputation à son service. Pourtant, Edgar a refusé les deux offres. Au lieu de cela, il a choisi de retourner vers l'ouest. Il n'appartenait véritablement ni à Byzance, ni à la Normandie, ni même à Jérusalem. Pourtant, à ce stade, il est difficile de dire s'il avait encore vraiment sa place en Angleterre. Edgar était devenu quelque chose de rare et profondément tragique. Un homme suspendu en permanence entre deux mondes, anglo-saxon par le sang, façonné par la conquête normande, accueilli à l'étranger, mais enraciné nulle part. La croisade lui avait peut-être donné un but pendant un temps. Elle lui avait peut-être même apporté une certaine paix, mais elle ne pouvait pas lui rendre ce qui avait défini sa vie. Un royaume, un foyer et un destin accompli. En l'an 1100, l'Angleterre fut bouleversée par la mort soudaine et mystérieuse de Guillaume II d'Angleterre. Alors qu'il chassait dans la New Forest, le roi fut frappé par une flèche et tué dans des circonstances qui sont restées depuis lors sujettes à suspicion. Qu'il s'agisse d'un accident, d'un meurtre ou d'un calcul politique déguisé en malheur, sa mort déclencha une nouvelle crise de succession au sein de la dynastie normande. Le frère cadet de Guillaume, Henri Ier d'Angleterre, s'assura à la fois du trésor royal et de la couronne d'Angleterre pour lui-même. Une fois de plus, Robert, bien qu'il fût le fils aîné de Guillaume le Conquérant, se vit refuser ce qui, par droit de naissance, aurait raisonnablement dû lui revenir. Edgar s'allia une fois de plus avec son vieil ami Robert. Leur amitié avait depuis longtemps dépassé le simple calcul politique. Edgar retourna aux côtés de Robert alors que la famille normande sombrait une fois de plus dans le conflit civil, cette fois contre Henri. La lutte culminerait en l'an 1106 lors de la bataille de Tanchmer, un affrontement décisif qui déterminerait l'avenir de l'Angleterre et de la Normandie. Lors de la bataille, Robert et ses partisans affrontèrent les forces d'Henri dans ce qui allait devenir le dernier grand pari de la vie politique de Robert. Edgar combattit aux côtés de son vieil ami, probablement lors de l'une des dernières actions militaires de sa propre carrière longue et mouvementée. À ce stade, les deux hommes étaient plus âgés, usés par des années d'ambitions déçues, d'alliances brisées et de déceptions qui avaient fini par définir leur vie. Et pourtant, ils se tenaient à nouveau côte à côte, en tant que légendes de la croisade. Mais la bataille s'est soldée par une défaite. Les forces d'Henri ont prévalu, écrasant l'armée de Robert. Ainsi, le long combat de Robert Courteuse était terminé. Le fils aîné du conquérant, autrefois duc de Normandie, croisé et prétendant au trône d'Angleterre, passerait le reste de sa vie en prison. Il ne connaîtrait plus jamais la liberté. Pour Edgar, la fortune fut plus clémente, mais de justesse. Capturé après la bataille et ramené en Angleterre, il fut finalement gracié et libéré par Henri Ier. Ce fut une conclusion étonnamment miséricordieuse. Edgar, cependant, n'était plus le jeune prétendant dangereux de 1066, ni le chef de file de la rébellion du Nord. Il était désormais une relique vieillissante d'un monde politique disparu. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans ce dernier chapitre de la vie d'Edgar. Dans les dernières années de sa vie, Edgar s'est effacé discrètement des grands combats qu'il avait autrefois définis. Il n'y aurait pas de rébellion finale, pas de dernière tentative désespérée pour revendiquer le trône d'Angleterre et pas de restauration miraculeuse de la maison de Wessex. Les guerres étaient terminées, les rébellions éteintes, et le monde qu'Edgar avait passé sa vie à tenter de reconquérir appartenait depuis longtemps à l'histoire. Les grands hommes qui avaient autrefois façonné sa vie avaient déjà commencé à disparaître. Rois, conquérants, rivaux et compagnons s'étaient tous levés, avaient combattu, régné et étaient morts, tandis qu'Edgar, d'une manière ou d'une autre, leur avait survécu à tous. On pense que, tard dans sa vie, peut-être vers l'année 1120, il voyagea de nouveau vers le nord, en Écosse, un royaume qui avait si souvent servi à la fois de refuge et de seconde patrie tout au long de sa longue et agitée existence. À ce stade, Edgar était devenu presque une sorte de fantôme, une relique survivante d'une autre Angleterre.
Il était né durant les dernières années où la lignée d'Alfred le Grand conservait encore une portée politique réelle. Il avait connu la cour d'Édouard le Confesseur, avait été témoin de la mort d'Harold Godwinson à la bataille d'Hastings et avait lui-même été brièvement proclamé roi d'Angleterre dans le chaos qui s'ensuivit. Il avait vu Guillaume le Conquérant s'emparer du royaume et modifier à jamais le destin de l'Angleterre. Il vécut ensuite assez longtemps pour voir la mort de Guillaume, suivi du règne et de la mort soudaine de son fils Guillaume le Roux. Après lui vint Henri Ier d'Angleterre, sous lequel l'Angleterre devint encore plus normande, s'éloignant davantage du monde qu'Edgar avait autrefois connu. Des rois se succédaient sous ses yeux. Des dynasties s'élevèrent, se stabilisèrent et s'assurèrent leur pouvoir tandis que la sienne s'effaçait des mémoires. Il avait survécu non seulement à des hommes, mais à tout un ordre politique. Lorsqu'Edgar est né, l'Angleterre anglo-saxonne existait encore comme une réalité vivante. Au moment où Edgar avait vieilli, ce monde avait été effacé, son aristocratie déplacée, ses institutions transformées et sa maison régnante complètement écartée du pouvoir. Et Edgar fut le dernier témoin vivant de cette disparition. Il était le dernier descendant mâle d'Alfred, le dernier représentant du sang de Wessex. En l'an 1120, Edgar vécut assez longtemps pour être témoin d'une dernière ironie de la tragédie dynastique. Cette année-là, le naufrage de la Blanche-Nef coûta la vie à Guillaume Adelin, le seul fils légitime et héritier d'Henri Ier d'Angleterre. Guillaume Adelin était aussi le fils de la propre nièce d'Edgar, Mathilde d'Écosse, connue plutôt sous le nom d'Édith. Même dans sa vieillesse, Edgar vécut assez longtemps pour voir une nouvelle crise de succession prendre forme, la célèbre guerre civile connue sous le nom de l'anarchie. À ce stade, cependant, de telles luttes ne lui appartenaient plus vraiment. Selon l'historien Guillaume de Malmesbury, en l'an 1125, Edgar était toujours en vie, vieillissant désormais paisiblement à la campagne, vivant dans la discrétion et l'obscurité. Un homme qui s'était autrefois trouvé au centre de la plus grande crise de succession de l'Angleterre, qui avait été proclamé roi, mené des rébellions, traversé des royaumes, navigué jusqu'en Terre Sainte, conseillé des princes, combattu dans des guerres et survécu à des dynasties, passait désormais ses dernières années dans le silence. Edgar disparut simplement de l'histoire. Il mourut quelque temps après l'année 1125. La date exacte est inconnue, bien qu'il aurait eu au moins 75 ans, et l'emplacement de sa tombe a été perdu. Aucun tombeau imposant ne marque le lieu de repos final du dernier descendant mâle de la maison de Wessex. Il y a quelque chose de vraiment déchirant et symbolique dans cela. Il n'a pas été retenu comme un conquérant, ni comme un roi victorieux. Sa vie fut plus tragique et d'une certaine manière, plus remarquable. Edgar Etheling était l'homme qui a survécu à la fin de sa propre époque. L'héritier non couronné, le roi qui ne le fut jamais, le dernier descendant d'Alfred. Robert Courteuse, le fils aîné de Guillaume le Conquérant, a été jugé par l'histoire de nombreuses façons différentes. Certains l'ont qualifié de traître, d'autres l'ont salué comme un héros, et d'autres encore l'ont rejeté comme un idiot. Quel que soit le verdict, à mon avis, il était sans aucun doute le plus fascinant des fils de Guillaume. La profonde discorde qui s'est installée entre Robert, son père et ses frères n'est pas née de querelles futiles. Elle prenait racine dans des griefs plus profonds qui allaient résonner à travers l'histoire de l'Angleterre et de la Normandie. Autrefois héritier reconnu des domaines de son père, Robert avait reçu la fidélité jurée de puissants seigneurs et barons. Pourtant, le destin l'a mené sur une voie bien plus tumultueuse, qui le verra s'opposer les armes à la main à son propre père, Guillaume le Conquérant, et même l'affronter en combat singulier sur le champ de bataille. Sa vie s'est déroulée avec le drame d'un récit épique. Il partit vers l'Est pour rejoindre la grande expédition de la première croisade, où il se distingua en tant que commandant compétent. Là, il joua un rôle notable dans la campagne qui culmina avec la prise de Jérusalem aux forces musulmanes, un exploit qui assura sa place parmi les guerriers célèbres de l'époque. Pourtant, malgré ses exploits, la couronne d'Angleterre ne reposa jamais sur sa tête. Ses frères cadets, Guillaume II d'Angleterre et Henri Ier d'Angleterre, régnèrent chacun à leur tour sur le royaume,
tandis que Robert, l'aîné, fut à jamais privé de cet honneur. Les raisons tenaient en grande partie aux querelles amères qu'il avait longtemps opposées à son père redoutable. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Robert Courteuse et découvrir pourquoi l'homme qui était autrefois destiné à hériter du trône d'Angleterre ne régna finalement jamais. Voici son histoire. Robert est né en 1050 et un fils aîné de Guillaume le Conquérant, qui régnait alors en tant que duc de Normandie. Par son père, Robert faisait remonter sa lignée jusqu'au légendaire chef viking Rollon, premier souverain de Rouen et ancêtre de la dynastie normande. Sa mère était Mathilde de Flandre, une femme d'origine noble et puissante. Elle était la fille de Baudouin le V, comte de Flandre, l'un des princes les plus influents de son époque, et d'Adèle de France, elle-même fille du roi de France, Robert le II. Grâce à cette lignée noble, Robert était lié non seulement à la maison régnante de Normandie, mais aussi aux grandes familles aristocratiques et royales de l'Europe occidentale. Dans sa jeunesse, Robert fit preuve de courage et d'une habileté considérable dans les exercices martiaux attendus des nobles de son rang. Pourtant, à côté de ses qualités prometteuses, il y avait aussi des défauts dans son caractère. Parfois, il avait tendance à l'oisiveté et il possédait une certaine faiblesse de volonté qui allait plus tard influencer le cours de sa vie. Guillaume le Conquérant a mené une vie marquée par des triomphes extraordinaires et une ambition sans relâche. Ses premières années en tant que duc de Normandie furent assombries par la violence, alors que des seigneurs normands rivaux luttaient pour contrôler le jeune souverain. Pourtant, Guillaume a surmonté ces dangers, écrasant les rébellions de ses proches et assurant fermement son autorité en Normandie. Dans les années 1050, il était devenu un prétendant redoutable au trône d'Angleterre, alors gouverné par son cousin Édouard le Confesseur. Lorsqu'Édouard mourut en 1066, la couronne fut prise par Harold Godwinson, mais Guillaume insista sur le fait que le trône lui avait été promis et que Harold avait juré de soutenir cette revendication. Plus tard cette année-là, Guillaume envahit l'Angleterre et remporta une victoire décisive connue sous le nom de bataille d'Hastings, où Harold fut tué. Le jour de Noël de l'année 1066, Guillaume fut couronné roi. Son règne fut maintenu à la fois par la force et la brutalité. Les rébellions continuèrent, notamment celles autour d'Edgar Ætheling, le dernier héritier mâle de l'ancienne famille royale. Guillaume écrasa la résistance avec une force brutale, culminant avec le dévastateur ravage du Nord, lorsque de vastes régions furent dévastées et des milliers de personnes périrent. Telle était la réputation imposante de Guillaume, un conquérant, un guerrier et un roi. Que son fils aîné, Robert, grandit dans l'ombre de l'un des plus grands et des plus redoutables souverains du monde médiéval. Dès son plus jeune âge, Robert portait le titre de comte et occupait une place d'honneur à la cour de son père. À 2 reprises, les barons normands lui ont juré fidélité en tant que futur souverain et il a été officiellement reconnu comme l'héritier de son père. Il était également le seigneur nominal du Maine. Et il existe des preuves qu'en 1077, il a été investi cérémonieusement du duché de Normandie. Ces honneurs étaient surtout symboliques. Guillaume, un dirigeant à la fois autoritaire et prudent. Bien qu'il ait accordé des titres, Robert ne détenait aucun réel pouvoir, toujours soumis à la volonté de son père. Pour Robert, entouré de jeunes nobles ambitieux et privé de responsabilités significatives, cette situation s'avéra profondément frustrante. Comme tout prince destiné à la grandeur, il aspirait à l'indépendance, à avoir sa propre maisonnée, des revenus et l'autorité convenant à un futur roi. Guillaume, craignant qu'un tel pouvoir n'affaiblisse son règne, le lui refusa. Le ressentiment s'installa progressivement. Encouragé par ses jeunes compagnons téméraires, le jeune prince s'approcha de son père et exigea hardiment que le gouvernement de la Normandie lui soit immédiatement remis. Guillaume refusa sans hésiter, déclarant que la Normandie lui revenait par héritage et l'Angleterre par conquête. Aucun des deux ne serait cédé avant le moment venu. Bien que l'affaire se soit terminée dans la colère plutôt que par une révolte ouverte, une dernière insulte poussa bientôt Robert à la rébellion. Selon le chroniqueur Orderic Vitalis, les frères cadets de Robert, Guillaume le II d'Angleterre et Henri le Ier d'Angleterre
se serait moqué de lui en vidant un pot de chambre sur sa tête. Humilié et furieux, Robert éclata dans une violente querelle que seule l'intervention de leur père put arrêter. Lorsque Guillaume refusa de punir les jeunes princes, Robert sentit que son honneur avait été gravement blessé. Cette nuit-là même, il rassembla ses fidèles compagnons et se rendit à Rouen, tentant de s'emparer du château par surprise. Ce faisant, il avait franchi la limite et était entré en rébellion ouverte. Guillaume ordonna rapidement l'arrestation des conspirateurs, semant la peur parmi leurs rangs. Certains furent capturés, d'autres s'enfuirent au-delà de la frontière. La crise ne fit que s'aggraver lorsque Guillaume découvrit que sa propre épouse, Mathilde de Flandre, envoyait secrètement de l'argent à leur fils rebelle. Bientôt, Robert obtint le soutien de Philippe Ier de France et, ensemble, ils levèrent une force redoutable. Guillaume était désormais contraint d'agir. Des bandes rebelles harcelèrent les frontières nord-est de la Normandie, répandant la peur dans la campagne. Déterminé à écraser le soulèvement, le roi marcha durant l'hiver rigoureux de l'année 1078 et mit le siège devant la forteresse de Gerbois. Pendant 3 semaines, le siège s'éternisa. Conformément aux coutumes de l'époque, des chevaliers des deux armées lancèrent des défis officiels et de violentes escarmouches éclatèrent entre les guerriers choisis. Enfin, les défenseurs de Gerbois lancèrent une attaque soudaine et audacieuse, attirant l'armée assiégeante dans une bataille ouverte. Au milieu du chaos des combats, le père et le fils se retrouvèrent face à face. Le conquérant vieillissant, endurci par d'innombrables campagnes, fut néanmoins surpassé par son adversaire, plus jeune et plus agile. Guillaume fut blessé au bras ou à la main, et son cheval fut tué sous lui. Un récit raconte comment un fidèle serviteur anglais nommé Tokich s'est précipité avec un autre cheval pour sauver le roi, mais a été abattu quelques instants plus tard par une flèche ennemie. Une autre tradition affirme que Robert, reconnaissant la voix de son propre père dans la mêlée, est descendu de cheval et a offert sa propre monture afin que le roi blessé puisse s'échapper. L'armée royale fut vaincue, beaucoup furent tués ou capturés, parmi eux le frère de Robert, Guillaume II d'Angleterre, qui fut blessé lors des combats. Ce fut une déroute totale et les troupes de Guillaume prirent à la fuite. Cette défaite fut une humiliation amère dans un règne par ailleurs marqué par des triomphes. L'historien Guillaume de Malmesbury la décrira plus tard comme le seul véritable désastre de la carrière du conquérant. Furieux à la fois de la trahison et de l'humiliation, ayant été blessé et désarçonné par son propre fils, Guillaume aurait lancé une terrible malédiction contre Robert. Il jura également de le déshériter à jamais. Bien que le roi se soit ensuite adouci et ait accordé un pardon à contre-cœur, beaucoup pensaient que l'ombre de cette malédiction persistait. Au cours des longues années qui suivirent, la vie de Robert, si pleine de promesses dans sa jeunesse, sembla souvent accablée par le malheur, comme si le poids de la colère de son père ne s'était jamais vraiment dissipé. Robert passerait beaucoup de temps en tant que chevalier errant alors qu'il voyageait à travers la France, l'Allemagne et la Flandre. Il était en fait un prince qui avait été déshérité. Vers la fin de l'année 1086, Guillaume le Conquérant quitta l'Angleterre et retourna sur le continent. À son arrivée en Normandie, il organisa le mariage de sa fille, Constance de Normandie, avec Alain IV de Bretagne, une alliance calculée destinée à renforcer sa position face au roi vigilant de France. Pendant ce temps, son fils aîné Robert était toujours allié à la couronne de France et continuait à provoquer des troubles, obligeant Guillaume à lancer une campagne contre la France en 1087. À la fin de l'été de cette année-là, le roi apparut avec son armée devant les portes du Mont. Les habitants de la ville et sa garnison dispersée, complètement pris au dépourvu, s'enfuirent dans la panique. Les troupes de Guillaume ont forcé les portes, pillé la ville et l'ont incendiée. C'était un acte de vengeance impitoyable. Cependant, sur le chemin du retour, Guillaume reviendrait à Rouen en homme mourant. Que ce soit à cause d'une maladie ou d'une blessure subie pendant la campagne, ses derniers jours avaient commencé. Sur son lit de mort, Guillaume prit une décision capitale. Son fils aîné n'hériterait pas de la couronne d'Angleterre. À la place, il déclara que le royaume devait revenir à son deuxième fils, Guillaume II d'Angleterre, connu sous le nom de Rufus. En vérité,
le roi mourant aurait volontiers déshérité Robert complètement. Dans ses dernières réflexions, Guillaume observa qu'il détenait l'Angleterre, non pas par droit héréditaire, mais grâce à la faveur divine et à la victoire au combat contre Harold Godwinson à la bataille d'Hastings. L'Angleterre, donc, lui appartenait, et il pouvait l'accorder à qui il voulait. La Normandie, cependant, avait été légalement promise à Robert, et cette concession ne pouvait être annulée. Ceux qui étaient rassemblés à son chevet ont supplié le roi de pardonner à son fils, craignant qu'il ne meure avec de l'amertume encore dans le cœur. Finalement, mettant de côté sa colère, Guillaume invoqua Dieu et ses nobles comme témoins lorsqu'il accorda son pardon à Robert et confirma son droit à la Normandie. Peu de temps après, le grand conquérant mourut à l'âge d'environ 59 ans, mettant fin à l'un des règnes les plus redoutables du monde médiéval. Lorsque Guillaume le Conquérant mourut en l'an 1087, ses fils héritèrent d'un royaume divisé. Robert Courteuse reçut la Normandie, tandis que son frère Guillaume II d'Angleterre, connu sous le nom de Rufus, devint roi d'Angleterre. Le plus jeune frère, Henri, reçut une grosse somme d'argent pour acheter des terres. Bien que Robert ait d'abord accepté Guillaume le Roux comme roi, de puissants nobles l'encouragèrent bientôt à défier son frère. Le principal d'entre eux était Odon de Bayeux, l'ambitieux évêque de Bayeux. Robert souhaitait envahir l'Angleterre, mais il manquait d'argent pour lever une armée. Il demanda donc à Henri une partie de son héritage. Henri refusa d'abord, mais Robert lui proposa ensuite de vastes terres et seigneuries en échange de son soutien. Henri accepta. Ainsi, les fils aînés et cadets du conquérant s'unirent dans un complot pour renverser leur frère du milieu et s'emparer de son trône. À l'été de l'année 1088, des barons rebelles à travers l'Angleterre se soulevèrent au nom de Robert. Ils ravagèrent les terres des partisans du roi et renforcèrent leurs châteaux, les remplissant de provisions. Si le roi tardait à agir, il croyait pouvoir survivre en pillant les terres voisines et plonger le royaume dans le chaos féodal. Le roi Guillaume réagit rapidement et intelligemment. Tout d'abord, il divisa les rebelles en offrant des récompenses généreuses en terres et en richesses à ceux qui lui restaient fidèles. Ensuite, il s'adressa directement au peuple anglais, leur promettant la meilleure loi que ce pays ait jamais connue, ce qui a permis de rallier le soutien à la cause royale. Enfin, il mena personnellement ses troupes contre les rebelles. Après un siège de 6 semaines, il s'empara du château de Pevensey dans le Sussex et fit Otto prisonnier. Pendant ce temps, les troupes que Robert envoyait de Normandie furent dispersées par des tempêtes dans la Manche et n'atteignirent jamais l'Angleterre. Guillaume se dirigea ensuite vers le château de Rochester dans le Kent, où de nombreux rebelles étaient réunis. Robert étant incapable de venir à leur secours, ils furent forcés de se rendre, et la rébellion s'effondra rapidement. Certains des barons fidèles à Guillaume l'ont exhorté à faire preuve de clémence, lui rappelant que l'ennemi d'aujourd'hui pourrait un jour devenir un allié utile, un point de vue plus tard rapporté par le chroniqueur Orderic Vital. Beaucoup des rebelles vaincus s'enfuirent de nouveau en Normandie. Otto, autrefois l'homme le plus riche d'Angleterre, fut dépouillé de sa richesse et banni à vie. Guillaume a géré les conséquences avec pragmatisme. Les nobles dont il avait besoin furent pardonnés, tandis que ceux qui restaient dangereux furent écartés. Les domaines confisqués furent saisis par la couronne et redistribués parmi les fidèles partisans du roi, renforçant ainsi son pouvoir et mettant fin à la révolte. En l'an 1096, Robert mit de côté les querelles de sa jeunesse et répondit à l'appel de la première croisade. Il rejoignit la grande expédition pour aider l'Empire byzantin contre les Turcs seldjoukides et reprendre la ville sainte de Jérusalem. Bien qu'il fût un prince de haut rang, Robert manquait d'argent, et pour financer le voyage, il mit en gage le duché de Normandie à son frère Guillaume II d'Angleterre. Que ce soit par calcul ou par commodité, Guillaume accepta, envoyant ainsi son frère aîné agité vers l'est pour l'une des aventures les plus dangereuses de l'époque. Robert rassembla une armée redoutable et s'allia à d'autres grands seigneurs de la croisade, dont Robert II, le comte de Flandre, et Étienne II, le comte de Blois. Leurs armées traversèrent l'Europe et l'Asie mineure, arrivant finalement en 1097 dans la magnifique ville de Constantinople, où elles furent reçues avec honneur par l'empereur Alexis Ier.
Là, les princes croisés prêtèrent de solennels serments de restituer les anciennes villes byzantines à l'autorité de l'empereur et de reconnaître sa suzeraineté. Peu après, Robert rejoignit la principale armée croisée assiégeant la ville de Nicée, qui tomba en juin de l'année 1097. Peu de temps après, lors de la féroce bataille de Dorilé le 1er juillet, Robert commanda une partie de l'avant-garde croisée lorsqu'elle fut soudainement encerclée par les forces turques. Les Normands et leurs alliés endurèrent une lutte désespérée sous le soleil brûlant de l'été. Lorsque la cavalerie ennemie les encercla, les hommes de Robert formèrent un cercle défensif serré et combattirent avec une discipline remarquable. Ils tinrent leur position pendant des heures jusqu'à ce que le reste de l'armée croisée arrive et renverse le cours de la bataille et assure une victoire décisive. Le courage et le leadership de Robert furent de nouveau démontrés lors du siège brutal d'Antioche et durant l'un des épisodes les plus désespérés de la croisade. Le siège dura des mois et, lorsque la ville tomba enfin en 1098, les croisés furent à leur tour assiégés par une vaste armée musulmane venue en renfort. Dans la bataille féroce qui s'ensuivit, Robert commanda les forces normandes et anglaises en première ligne. Les croisés combattirent avec une détermination extraordinaire et finirent par briser l'armée ennemie, remportant l'une des victoires les plus spectaculaires de toute la campagne. Alors que la croisade avançait vers le sud en direction de son objectif sacré, Robert rejoignit finalement l'armée de Godefroy de Bouillon lors de la marche sur Jérusalem. Les croisés atteignirent la ville sainte en juin de l'année 1099, mais ils furent confrontés à un défi redoutable. Leur armée manquait du bois et des matériaux nécessaires pour construire des engins de siège. Robert mena personnellement les efforts pour rassembler du bois dans la campagne environnante, permettant ainsi aux croisés de construire les grandes tours de siège qui allaient s'avérer décisives. Le 15 juillet de l'année 1099, après des semaines de combats désespérés, les croisés lancèrent leur assaut final contre les murs de Jérusalem. D'imposantes machines de siège avancèrent sous une pluie de flèches et de feu. Des échelles furent dressées, les portes enfoncées, et les guerriers combattirent au corps à corps sur les remparts. Enfin, les murailles furent percées et les bannières des croisés s'élevèrent au-dessus de la ville sainte. Robert Courteuse faisait partie de ceux qui entrèrent dans Jérusalem ce jour-là, partageant l'une des victoires les plus marquantes du monde médiéval. La croisade atteignit son apogée un mois plus tard, lors de la bataille d'Ascalon. Le 12 août de l'an 1099, Robert commandait une partie du centre croisé lors de la bataille contre l'armée du vizir fatimide Al-Afdal Shahanshah. Combattant férocement au cœur de la mêlée, Robert aurait abattu le porte-étendard égyptien et capturé la grande tente de commandement du vizir, un symbole spectaculaire de la victoire. À la fin de la croisade, Robert Courteuse avait transformé sa réputation. Autrefois connu principalement pour ses querelles et ses rébellions, il s'était révélé être un commandant courageux, un guerrier habile et un prince capable de collaborer avec de nombreux chefs rivaux. L'accomplissement de ses vœux de croisade fut un triomphe personnel et, pour un instant du moins, le fils qui avait longtemps vécu dans l'ombre du conquérant avait gagné une gloire digne de son nom. Guillaume le Roux mourait mystérieusement dans un accident de chasse dans la New Forest en l'an 1100. Le trône d'Angleterre se retrouva soudainement vacant. Pourtant, Robert Courteuse, le frère aîné et prétendant légitime aux yeux de beaucoup, revenait encore de la première croisade et se trouvait loin de la Normandie. Saisissant l'occasion, son jeune frère Henri agit rapidement. En quelques jours, il s'empara du trésor royal à Winchester et se fit couronner roi d'Angleterre. Lorsque Robert arriva en Normandie en septembre, l'occasion s'était déjà envolée. Bien qu'il ait conservé quelques partisans en Angleterre, ils furent rapidement réprimés par Henri et ses alliés. L'atout d'Henri était sa rapidité. Un long délai pendant que Robert voyageait depuis l'Est aurait pu laisser le royaume sans dirigeant, dans une situation périlleuse. Ainsi, le jeune fils du conquérant obtint la couronne avant que son frère aîné ne puisse la revendiquer. La rivalité entre les frères s'est rapidement transformée en guerre ouverte. En l'an 1105, Henri a envahi la Normandie pendant leur lutte dynastique en cours. Sa campagne a permis de capturer des villes importantes comme Bayeux, bien que les tensions politiques liées à la querelle des investitures l'aient forcé à se retirer temporairement.
Au printemps suivant, cependant, Henri est revenu, déterminé à régler l'affaire une bonne fois pour toutes. En l'an 1106, il avança en Normandie occidentale et s'empara rapidement de l'abbaye fortifiée de Saint-Pierre sur Dives. De là, il marcha vers le sud et mit le siège devant le puissant château de Tanchère. Lorsque la nouvelle du siège parvint au duc, Robert rassembla son armée et marcha pour délivrer le château. Des négociations furent tentées mais échouèrent rapidement, et Robert décida de se battre. Les deux armées se sont affrontées le 28 septembre de l'an 1106 dans les champs en contrebas de Tanchère. Henri, faisant preuve d'une préparation minutieuse, ordonna à la plupart de ses chevaliers de mettre pied à terre et combattit à pied aux côtés de l'infanterie. Une décision inhabituelle pour la guerre normande, où la cavalerie montée dominait normalement le champ de bataille. Il disposa son armée en ligne disciplinée et maintint une forte réserve sous le commandement d'alliés du Maine et de Bretagne. Les forces de Robert montèrent à l'assaut avec détermination, mais l'infanterie solide de Henri et ses chevaliers à pied tinrent bon. Lorsque Henri lança sa réserve dans la bataille, elle frappa l'armée de Robert sur le flanc et la jeta dans la confusion. La lutte fut féroce mais brève. Au bout d'environ 1 heure, la bataille était décidée. Une grande partie de l'armée de Robert fut tuée ou capturée, et parmi les prisonniers se trouvait le duc lui-même. Cette défaite mettrait fin à jamais aux espoirs de Robert. Henri prit alors le contrôle de la Normandie, réunissant les terres autrefois gouvernées par leur père, Guillaume le Conquérant. Robert fut emmené en captivité, d'abord détenu dans divers châteaux, puis enfermé au château de Cardiff. Là, il y resterait pour le reste de sa longue vie. Le croisé, autrefois célébré et héritier du Conquérant, passa près de 3 décennies en prison avant de mourir en l'an 1134, à l'âge de 23 ans. Pour certains, il semblait que l'ombre de l'ancienne malédiction de son père l'avait effectivement suivi jusqu'à la fin. De nombreuses histoires ont survécu qui révèlent le caractère de Robert Courteuse, dressant le portrait d'un prince à la fois héroïque et profondément humain. Une des plus célèbres évoque sa rencontre avec son père, Guillaume le Conquérant, sur le champ de bataille. Au plus fort de la lutte, Robert blessa le roi vieillissant et, selon de nombreux récits, il aurait pu porter le coup fatal et s'emparer du trône pour lui-même. Pourtant, il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, le fils rebelle épargna son père déchu. La fierté et la honte, cependant, empêchèrent toute réconciliation, et Robert dériva bientôt vers une vie de chevalier errant. Avec le temps, il trouva un nouveau but dans la grande entreprise de la première croisade, où il se distingua comme un guerrier courageux. Combattant aux côtés des princes d'Europe, il fit partie de l'armée qui captura Jérusalem, l'une des victoires les plus remarquables du Moyen-Âge. Pourtant, à côté de ses exploits, il y avait des récits d'excès qui l'ont suivi tout au long de sa vie. Le chroniqueur Orderic Vitalis raconte un épisode haut en couleur pendant Pâques de l'an 1105, lorsque Robert était censé écouter un sermon prononcé par le vénérable évêque Surlaude. Cependant, la nuit précédant la cérémonie, le duc s'adonna à la débauche avec des prostituées et des bouffons. Alors qu'il dormait dans un profond sommeil d'ivrogne, son compagnon lui vola ses vêtements pour plaisanter. Lorsque Robert se réveilla, il se découvrit nu et incapable de quitter son lit. Il fut contraint de manquer complètement le sermon. De telles histoires nous donnent un aperçu vivant de l'homme derrière la légende. Robert Courteuse n'était pas une froide statue de marbre, mais un prince vivant et imparfait, courageux au combat, facilement influencé par son entourage et attiré aussi bien par la gloire que par les excès. L'héritage de Robert Courteuse est à la fois tragique et curieux. L'héritage légitime de Robert a surtout survécu à travers son fils, Guillaume Cliton, dont la vie est devenue le symbole d'une revendication perdue de la lignée normande aînée. Guillaume Cliton a passé une grande partie de sa jeunesse en simple pion des jeux politiques de la France et de la Flandre, soutenu par des rois et des rebelles qui s'opposaient à Henri Ier. À plusieurs reprises, il a failli rétablir la fortune de son père, devenant même brièvement comte de Flandre, mais le destin s'est montré cruel. En l'an 1128, il fut mortellement blessé lors d'un siège, mourant jeune et sans enfant. Avec sa mort, la lignée légitime directe de Robert Courteuse prit effectivement fin. Ainsi, l'héritage de Robert tient moins à une lignée florissante de souverains
qu'au romantisme de ce qui aurait pu être. Le courageux mais malheureux héritier du conquérant, dont le fils mourut en tentant de récupérer un héritage perdu et dont les descendants dispersés s'effacèrent discrètement dans la noblesse des terres normandes. Son histoire demeure l'une des grandes tragédies de la royauté médiévale, où la naissance seule ne suffisait pas à garantir une couronne, et où la fortune favorisait la main la plus habile. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution aide vraiment à rendre toutes ces vidéos possibles. Un remerciement tout particulier à Stéphanie Hasson, Teresa Lux et John Sides. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Profil historique.